sur le pilier de la participation des citoyens et le troisième pilier qui est celui de coopération, aussi bien au sein des organisations publiques que des coopérations territoriales entre acteurs publics et acteurs privés. Donc c'est un projet, on va dire, politique et là aussi diversement incarné. On ne peut pas comparer une démarche, je dirais, de tel ou tel pays. Je sais, voilà, je ne vais pas donner d'exemple, mais en fait, voilà, c'est vrai, on peut afficher une démarche de gouvernement ouvert qui, évidemment, peut avoir une diversité d'intensité, d'incarnation, d'accord ? Et le rapport à la question, je dirais, démocratique, il est évidemment à appréhender à chaque fois de manière spécifique. L'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce que l'on va faire, notamment, justement, sur ces trois piliers. En termes d'open data, donc quelles sont les thématiques de données qui vont être ouvertes, donc quels sont les critères qui vont nous amener à décider d'ouvrir tel type de thématique de données, comment on articule cela avec donc, cet enjeu de coopération organisationnelle et territoriale, et enfin comment se trouve ici impliquer, solliciter les habitants, qui, je le rappelle, peuvent et s'inscrivent pour un certain nombre d'entre eux déjà dans le mouvement Open Data sans attendre que l'acteur public les mobilise. Mais ça reste quand même un enjeu important. Et donc ces données, elles vont, elles traversent effectivement absolument tous les champs de l'action publique. À mesure que les objets connectés, également ce qu'on appelle l'Internet des objets, est en croissance exponentielle, on a donc une multiplicité ici de ressources qui sont créées. Et bien évidemment, il y aura des enjeux juridiques et éthiques qui sont associés à cela. Donc on peut continuer, si tu veux, Yannick. Donc, quand on revient à la question qu'est-ce que l'open data pour le secteur public, c'est vraiment là aussi, pour le coup, une diversité de réponses que l'on peut apporter. Donc on a vu que c'était un mouvement international. On a vu que c'est un engagement de l'action publique vis-à-vis des citoyens qui varie en fonction des pays, qui varie en fonction des territoires, avec toute la variation justement de choix, de décisions qui sont prises en la matière, mais il y avait quand même cet enjeu, je dirais, politique de base pour un certain nombre de thématiques qui est celui de l'accès à l'information et la mise à disposition de tout un ensemble de ressources pour les citoyens. Donc il y a une question de redevabilité, pour ne pas dire de transparence. Donc c'est aussi un projet sociopolitique parce que fondamentalement, donc, il y a ce rapport-là et puis il y a un rapport avec des questions, on va dire, aussi d'amélioration de services publics. Là, on serait sur l'ingénierie publique, mais c'est aussi un projet d'innovation ou de transformation territoriale. Ce sont tout un ensemble de défis sur lesquels on peut revenir qui sont ici concernés, donc des coopérations territoriales. Si on ramène ça à la question des formats, effectivement, la mise en place de cette ingénierie de traitement des données va impliquer donc des gouvernances spécifiques, va impliquer aussi la création de compétences spécifiques, va impliquer effectivement pour l'acteur public l'adoption de tout un ensemble de standards, pour l'acteur public et privé d'ailleurs. C'est aussi donc ce moyen une opportunité, je disais, de conception de nouveaux services. C'est également l'opportunité de créer d'autres façons d'envisager le territoire ou de créer de la connaissance par rapport à ce territoire. C'est enrichir également les modes décisionnels, pour le coup, à partir de cette création de connaissances. Et donc, ce n'est pas simplement une contrainte juridique. Et c'est là que je viens à la contrainte juridique. Mais c'est fondamentalement plus que cela. Et c'est vrai que tu peux descendre, si tu veux, Yannick. Donc, on a eu notamment, parce qu'il y a eu toute une évolution, je ne vais pas refaire ici l'histoire juridique, mais donc tout un ensemble d'évolutions. Donc on a pour habitude en France de ramener justement l'open data, je dirais un paradigme inscrit
dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, chaque citoyen devant avoir possibilité d'accès donc à la formation publique, l'acteur public en étant redevable. Alors on a eu cette loi, notamment en 2016, pour une République numérique, qui a consacré donc cette question de publication par défaut de tout un ensemble de documents administratifs et de bases de données qui sont détenues. On a eu également associé à cela donc l'intégration de codes sources, un certain nombre de codes sources donc liés à ces documents administratifs. Par exemple, ce qu'on va considérer comme documents administratifs, ce sont les algorithmes, certains algorithmes publics. Là, on pourrait revenir. Il y a certaines choses qui sont développées en la matière. Et puis, donc, notamment la mise à disposition de données de référence, etc. Et tout cela s'associant donc à un certain nombre de contraintes, notamment pour les collectivités de plus de 3500 habitants et plus de 50 ETP. Je vais faire vite, je vois que c'est... donc voilà, ça a été, je dirais, une loi qui a aussi, qui a posé des questions, qui a aussi été débattue. Et ensuite, on peut continuer, Yannick, si tu veux. Mais qui, pour le coup, elle vient encore... soit elle traduisait aussi des règlements européens de 2013 notamment. Il y en a d'autres au niveau européen, des directives de 2019... qui nous concerne. On a un projet de règlement du Parlement européen actuellement pour 2021 qui, lui, va insister sur... alors, on pourrait le traduire de différentes manières politiques, d'ailleurs, mais qui va insister sur, justement, la facilitation du partage des données entre parties prenantes, publiques et privées, qui va proposer, et on voit ici différents termes au fur et à mesure des textes et qui se sont associés, et directives gouvernementales. Donc on a des données d'intérêt général, on a des jeux de données à forte valeur ajoutée, on a des perspectives déjà des projets réalisés de services territoriaux des données, et dans le règlement européen, justement, on va parler là, on va trouver des motifs altruistes et des données altruistes. En l'occurrence, on va être sur une perspective sur laquelle je vais revenir qui peut se rapprocher de la perspective des communs. Alors on peut descendre encore si tu veux, Yannick. Donc une diversité de thématiques qui s'inscrivent justement dans les feuilles de route dites des gouvernements ouverts, mais en fait qui s'adaptent et qui doivent d'ailleurs s'adapter aux spécificités territoriales, me semble-t-il. Et donc je parlais de la perspective des communs. Je crois que c'est quelque chose qui évidemment qui s'inscrit aussi dans l'histoire même du mouvement Open Data. Tu peux descendre, Yannick, si tu veux. Ah bonjour, tu vas bien? Merci. Donc héritage notamment je suis en conférence avec Nouvelle Économie 2009, etc. Donc OCF, les travaux oui, déjà, est-ce que de Benjamin Correa en France, de Yann Moulay-Boutan ou autres. Donc ici, l'enjeu, c'est de penser quoi? Là, c'est de penser c'est tout bon ces ressources informationnelles, justement, à partir d'un régime de non-propriété, ce qui est un petit peu le cas par rapport à notre, je dirais, au cadre juridique européen. Avec Anne-Marie, parfait. Alors c'est compliqué, il y a évidemment beaucoup de subtilités, mais en fait l'important là-dedans, je crois, c'est de retenir l'idée que ces ressources informationnelles, elles s'associent donc à je dirais à cette perspective d'un commun de la connaissance qui va requérir donc une forme de gouvernance partagée. C'est l'idée encore de communauté, en fait, de gestion et d'exploitation de ces ressources informationnelles. Et donc ces formes de gouvernance, et bien notamment à l'échelle des territoires, elles peuvent vraiment être aussi très différentes, par rapport à des réalisations, je ne sais pas, sur des services territoriaux de données énergétiques, et bien des coopérations entre acteurs privés, publics et des scientifiques, par exemple, des acteurs de la recherche, et tout cela donc amenant par grandes thématiques, grands projets et grands défis, effectivement, à poser la question des acteurs qui y participent, à poser la question des règles et des engagements de chacun, etc. Donc là, je vous avais juste remis les principes de gouvernance selon l'approche des communs d'Ostrom de manière synthétique. Donc voilà, cette idée de commun, cette idée de collectif, cette notion de gouvernance partagée des données, aussi est je crois, une transformation pour le coup sociopolitique forte, et c'est vrai que ça veut dire que c'est parfois une transformation culturelle, évidemment, au sein même des organisations publiques.
Et on peut continuer, Yannick, merci. Et je parlais des habitants, alors parce que là, dans ces démarches, une fois de plus, ces parties prenantes, collectives d'habitants ou autres, eh bien, on les voit se développer depuis aussi une vingtaine d'années, ce qu'on appelle dans les sciences citoyennes. Les sciences citoyennes font fondamentalement partie de ces mouvements open data. Elles se sont notamment développées dans le cadre de dispositifs d'analyse de la biodiversité, par exemple, de cartographie ou de relevé de ce qui peut être de l'ordre de la faune et de la flore sur un territoire, etc. Mais tout cela s'est développé sur une multitude de sujets. Et aujourd'hui, eh bien, en fait, un peu à l'image d'un OpenStreetMap que j'évoquais en entrée, en fait, il s'agit de pouvoir faire une cartographie collective, un recensement collectif, c'est pas simplement cartographique, de tout un ensemble de phénomènes, de ressources, d'observations, etc. Ici, alors quand on parle de sciences citoyennes, certes, on pense à une coopération entre chercheurs et citoyens, mais on pourrait parler de sciences citoyennes et territoriales, puisqu'ici, évidemment, les coopérations, la mise en place de démarches avec l'acteur public, voire avec les acteurs privés, est également tout à fait pertinente et faisable. Ça a beaucoup d'intérêt, on peut encore descendre à Yannick si tu veux. À titre d'exemple encore, pour ma part, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les métrologies citoyennes. Et bien ici, à travers ces dispositifs, pour le coup, les acteurs impliqués connaissent très bien ce que c'est que l'open data et entre guillemets, ses effets directs, au moins sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, proposer à mettre en place, où des habitants ou des associations, des tiers-lieux, des Fab Labs, etc., vont pouvoir mettre en place des capteurs d'analyse de l'air, par exemple, des capteurs à bas coût, et partager ces ressources, les mettre en open data, c'est-à-dire que ces données vont être transférées, par exemple ici sur une carte européenne d'une association tiers-lieu. Et on va pouvoir donc avoir une cartographie de ces données produite à partir de l'initiative de ces habitants qui vont avoir ici, pour le coup, des intérêts et un concernement qui peut être très divers. La question de l'intéressement ou du concernement des habitants à l'open data, elle passe par les thématiques, elle passe par, je dirais, les effets de connaissance, elle passe par tout un ensemble justement de domaines concrets qui vont les mobiliser. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'open data ou une approche, ce qu'on appelle data-centrique, l'open data pour l'open data, on a vraiment en liaison des sujets, des thématiques, des applications concrètes. Et pour finir, voilà, Yannick, tu peux descendre. Donc sur les défis encore à relever, je fais très court, il y a eu plusieurs rapports sur le sujet. Jean-Marie et Jean-Philippe vont pouvoir compléter encore largement ce domaine, ces questions, mais en l'occurrence, c'est la question du portage. Voilà, c'est vrai que la question, tout un ensemble de territoires se sont investis sur ces démarches, mais il s'agit encore de voir quelles sont les thématiques ouvertes, quelles sont les démarches, justement, les initiatives associées, quelles sont les dispositifs et actions d'animation ou de coopération territoriale qui sont mis en place. Le pointage sur la question de partage des données entre acteurs publics, la question des données sensibles, évidemment, la question organisationnelle et le renforcement des coopérations et des compétences en interne, ça constitue un sujet en soi, notamment pour l'amélioration de la qualité des données, mais aussi en fait pour appuyer encore les gains organisationnels qui sont générés à partir de ces démarches open data. C'est d'ailleurs l'un des points de transformation premiers qui est identifié en fait. Travailler sur le partage de données, l'identification des données en interne dans une organisation, etc. C'est un peu travailler, je dirais également, comme on pouvait dans une démarche de gouvernance des connaissances et de l'information en fait, au sein de l'organisation. Donc c'est vraiment une opportunité aussi de meilleure efficience de gestion. Donc c'est renforcer des coopérations, donc notamment territoriales. Donc c'est identifier les axes et des domaines d'intérêt et pour le coup explorer de manière itérative
ce qu'il va être possible de faire avec les partenaires. C'est dépasser une approche techniciste ou data-centrique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc c'est vraiment un projet, pour le coup, thématique, des défis territoriaux, des enjeux à identifier, etc., par rapport à tout un ensemble de besoins. C'est également, pour ce qui reste à réaliser, notamment en France, la nécessité aussi d'intégrer cela donc, plus largement dans ce qu'on appelle des démarches d'innovation ouverte, mais aussi de penser l'évaluation même de ces démarches. Et enfin, donc la question de l'intéressement, j'ai parlé de coopération territoriale, mais la question de l'intéressement des habitants. Alors ici, j'en ai parlé, notamment sur des choses très concrètes comme la métrologie citoyenne, la participation citoyenne, mais c'est l'enjeu des inégalités cognitives, en fait, ce qu'on appelle des asymétries cognitives. C'est-à-dire, fondamentalement, ici, comment appréhender la diversité des publics, en fait, qui peuvent être impliqués dans ces affaires, distinguer ceux qui vont juste consulter les données et leur traitement plutôt, hein, pas les données brutes, de ceux qui vont les produire, voir comment, dès d'ailleurs le système éducatif, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des littératies numériques et de données. Donc la question voilà, de cet enjeu en termes de compétences et de littératie pour en fait les habitants, hein, pour leur permettra aussi d'appuyer cet intéressement puisqu'on parle souvent en fait, hein, mais d'un désintérêt ou en tout cas d'une zone aveugle, mais voilà, de l'open data vis-à-vis des habitants. Les habitants ne s'intéressent pas à l'open data pour l'open data, ils s'intéressent par rapport à des thématiques particulières. Et pour finir, donc voilà, je fais la dernière slide. Dernier écran, merci Yannick. Donc un projet de territoire, je l'ai évoqué, effectivement ici, transformation et projet de territoire qui sont qui viennent ici s'enrichir, qui viennent se discuter. La question de la délibération par rapport à ces projets de territoire avec les parties prenantes en fonction des thématiques. Tout cela, effectivement, est également une opportunité plus large de penser les défis et les enjeux de celui-ci et comment, effectivement, notamment ces données ouvertes pourraient participer à la résolution de ces défis. Voilà. Très bien, merci Maryse pour cette présentation très complète qui s'achève, je crois, sur une photo de la cathédrale de Clermont. C'est très bien vu. Non, mais en tout cas, oui, effectivement, ça permet vraiment de poser les enjeux et de dépasser effectivement la terminologie technique pour l'inscrire vraiment dans un projet politique, un projet de territoire. Je pense que c'est un message important que tu nous donnes aujourd'hui. Je vais laisser du coup la parole à Jean-Philippe Lefebvre, donc du département Loire-Atlantique, pour justement illustrer ce que vient de nous présenter un peu Maryse à travers l'exemple de l'investissement du département sur son portail Open Data et les animations et valorisations qu'il a pu en faire. Je te laisse la parole. Merci Yannick, je ne sais pas si tu peux projeter la diapo, je t'ai envoyé par mail, mais je vais démarrer, puis je te laisse la diffusion d'acune, hein. Mais voilà, qui permettra d'illustrer un peu mon propos. Donc merci effectivement pour cette invitation, et effectivement je vais essayer de vous donner l'éclairage du département de Loire-Atlantique avec ses 10 ans d'expérience sur l'open data, puisque le département, un peu dans la suite notamment de Rennes, qui a été la première collectivité en France à ouvrir son portail Open Data en 2010. Et s'en est suivi évidemment d'autres collectivités, une poignée, hein, entre Paris, Nantes bien sûr, la Haute-Saône, etc. Donc on a fait partie un peu des collectivités pionnières sur le sujet à une époque où c'était encore une démarche volontariste. Et donc aujourd'hui, effectivement, en 2021, on a 10 ans de recul sur cette expérience d'ouverture de données qui, pour nous en tout cas, s'inscrivait dans le cadre de 3 enjeux qu'a déjà largement rappelé Maryse dans son propos introductif. Donc les enjeux de connaissance, donc il y en a 3 hein, chez nous, un enjeu de connaissance du territoire,
pouvoir le décrire, pouvoir le montrer, l'expliquer à travers sa géographie, à travers sa description en fait de ces éléments naturels, etc. Donc c'est vraiment un enjeu de connaissance et également de connaissance de l'activité que peut faire un département, puisque c'est pas forcément une collectivité qui est très connue en termes notamment de compétences. Le deuxième enjeu était un enjeu de transparence. Puisque comme l'a rappelé Maryse, on s'inspire très fortement de cette notion de gouvernement ouvert, de démocratie ouverte et également de redevabilité, hein, puisque c'est également un principe effectivement inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme sur effectivement notamment la transparence sur l'activité des élus, le budget, etc. Et puis le dernier axe, le dernier enjeu pour le département, c'est l'enjeu d'innovation. C'est effectivement c'est la grande promesse de l'open data, c'est la création de nouveaux services, c'est la possibilité de croiser des données auparavant fermées pour pouvoir créer et inventer des nouveaux services aux habitants. Donc ça, c'était le troisième axe sur lequel on a développé toute notre politique open data. Alors peut-être dire quand même que le marqueur de ces 10 ans, c'est vraiment le projet de coopération avec les territoires ligériens qui ont pour caractéristique d'être traversés par un grand fleuve, hein, la Loire, entre la région Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique et Nantes Métropole, c'est ce qui nous relie. Donc l'idée, c'est de créer en fait une sorte de fleuve de données sur nos territoires. Et ça s'est mis en place dès 2011, avec très vite en fait le rapprochement de nos collectivités pour travailler ces questions de la donnée ensemble. Alors pourquoi avoir fait ce choix dès le départ, puisque on était, je le rappelle, dans une démarche complètement innovante, où on avait effectivement très peu de modèles, et en fait donc il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé à nous rapprocher. C'est d'abord une raison liée en fait tout simplement aux réutilisateurs. Donc on s'est dit que ça nous semblait beaucoup plus pertinent d'un point de vue en tout cas des réutilisateurs potentiels de l'open data et des données publiques, d'avoir une interface et un outil qui soit commun à nos démarches. Donc on était vraiment dans une approche user-centric, orientée utilisateur, pour harmoniser la présentation des données, également, alors même si ça a pu évoluer dans le temps, mais au départ, nous avons fait le choix également d'avoir la même licence des réutilisations. En l'occurrence, c'était l'ODBL à l'époque. Après, on a pu élargir un peu cette licence à d'autres types de licences, mais en tout cas, on voulait vraiment faciliter la réutilisation des données sur notre territoire de façon mutualisée. Et donc, c'est ce qui a vraiment guidé au départ notre choix. Bien entendu, c'était également un choix, cela permettait des gains financiers notamment, puisque on a décidé de partager les coûts en 3, et donc évidemment, on a un enjeu d'efficience dans le cadre de la collectivité. Donc peut-être pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, en 2021, donc c'est le portail Open Data, je reviendrai un peu plus en détail sur ce portail, mais c'est 100 000 euros, grosso modo, 100 000 euros pour utiliser ce portail Open Data Soft, donc divisé par 3, donc ça fait environ 35 000 euros par collectivité, ce qui, pour des grandes collectivités comme les nôtres, représente quand même un coût assez faible, avec par contre une portée et une mutualisation ensuite de données qui a tout son sens. Donc voilà, donc on a ce gain financier, et puis comme je le disais également, c'est une manière aussi d'améliorer nos propres pratiques, puisqu'on partage également nos bonnes pratiques. Nous faisons également un effort de partage en termes d'animation sur le territoire. On applique également le principe de fédération de données sur le portail, qui fait qu'on a des gains d'échelle sur la publication de jeux de données. Donc cette mutualisation pour nous avait vraiment du sens. Ça a été
politiquement soutenu dès le départ par les élus qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément du même bord politique. Mais voilà, depuis 10 ans, on maintient cet effort et je pense que c'est plutôt intéressant pour développer plus fortement sur nos territoires cette question de l'open data. Alors, au niveau de l'outil, effectivement, au départ, nous étions partis sur un outil, Maryse parlait tout à l'heure des communs numériques, nous étions partis sur un outil qui avait été développé par Rennes, par Keolis, en fait, l'opérateur de transport qui, le premier a ouvert les données publiques de Rennes. Donc, un outil qui a été développé en open source et qu'on a récupéré, en fait, et continué à développer, enrichi, etc., dans le cadre de cette coopération, de cette mutualisation. Et puis, nous avons fait le choix, il y a maintenant 3 ans, de passer sous la plateforme Open Data Soft pour notamment aussi passer à une échelle supérieure, puisque cet outil nous permet notamment de proposer très largement cette plateforme auprès d'autres acteurs publics. Donc c'est le sens aussi de notre coopération, c'est de pouvoir à la fois donc partager entre nos 3 collectivités, donc métropole, département et région, un même outil, mais également de proposer cet outil-là à toutes les collectivités des Pays de la Loire qui souhaiteraient elles-mêmes soit diffuser les données sur nos portails, soit disposer elles-mêmes de leur propre portail. Ce que permet aujourd'hui la plateforme, puisque donc il existe ce qu'on appelle des sous-domaines qui permet effectivement à des collectivités comme par exemple la région de Saint-Nazaire, la région de la Baule, La Roche-sur-Yon, de disposer de portails à leur propre couleur. Alors comme vous le voyez sur l'écran, dans le cadre de cette coopération, de cette mutualisation d'outils, on a ce qui nous semblait important, c'est effectivement d'avoir une homogénéité en termes de présentation des données, en termes de charte graphique également, d'ergonomie, de fonctionnalité, de thématiques aussi. Toutes les données sont classées dans les mêmes thématiques partagées. Donc on a cette homogénéité qui fait qu'on peut très facilement naviguer d'un portail à l'autre. Sachant qu'on a même, dans le cadre de cette coopération, fait développer une nouvelle fonctionnalité sur le portail Open Data Soft pour avoir notamment une possibilité de passer d'un échelon territorial à un autre très facilement. Voilà, c'est une fonctionnalité qui s'appelle le GeoNav et qui permet d'aller à des niveaux différents très facilement. Donc on est vraiment dans cette optique d'outils communs et en même temps, ce qui est important aussi de souligner, c'est la souplesse d'un certain, notamment dans le cadre de la communication autour de l'open data. Donc, on a chacun un espace éditorial qui, par contre, est propre et spécifique à chaque collectivité. Donc, on préserve aussi quelque part la vision que peut avoir chaque collectivité sur la question de l'open data, puisqu'on a aussi des compétences différentes et des stratégies qui peuvent être différentes malgré tout, même si on a un outil mutualisé. Donc on préserve aussi cette possibilité d'avoir des actions spécifiques basées en fait sur le principe de la subsidiarité. Donc on s'est mis d'accord sur le fait que chacun à son niveau pouvait intervenir pour animer son territoire. Par exemple, effectivement, la région Pays de la Loire fait en sorte que l'ensemble des départements de la région disposent de leur propre portail. Mais ensuite, chaque département, tel que la Loire-Atlantique, en fait, anime sur son territoire cette question de l'open data, sachant que la métropole elle-même anime pour le compte des 24 communes de la métropole sa propre démarche open data. Donc chacun à son niveau peut agir et donc on peut aussi faire des gains d'échelle puisque par exemple nous-mêmes nous essayons plutôt de sensibiliser les intercommunalités du département. Hormis la métropole, qui a déjà sa propre dynamique. Et ensuite, chaque intercommunalité, je pense notamment à la région de Saint-Nazaire ou de la Baule,
ensuite anime ses propres communes en fait sur la question de l'open data. Donc on a vraiment ce principe de subsidiarité, je pense, qui marque aussi sa dynamique territoriale. Alors peut-être concrètement en termes de fonctionnement, donc on a en termes de gouvernance notamment, on a en fait un comité de pilotage commun donc composé des élus au numérique des 3 collectivités qui se réunit au moins une fois par an pour échanger à la fois sur les questions techniques, financières, d'organisation, mais aussi d'animation. Et donc on pilote en fait depuis 10 ans, tous les ans, ce comité de pilotage qui permet de partager et d'échanger sur cette question de la data. Ensuite, nous avons en fait un certain nombre d'animations, notamment une sorte de comité d'usagers qu'on a mis en place entre nous, avec une mailing list, avec aussi des temps forts qui sont organisés tous les ans pour permettre d'échanger avec les acteurs publics sur la question de la donnée et de pouvoir élargir au maximum ce fleuve de données sur nos territoires. Sachant que nous proposons également l'hébergement gratuit des données et l'hébergement également, pour ceux qui le souhaitent, d'un portail dédié. Donc ça, c'est vraiment pris en charge par les collectivités. Et donc nous, ça nous coûte pour le département 1 000 € par domaine dédié. Donc ce qui représente quand même un coût assez faible. Et ce qui veut dire, en fait, pour les collectivités de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire, en fait, un coût nul. Ça coûte 0, en fait, aujourd'hui, pour ouvrir des données sur le département, si ce n'est après des moyens humains. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui, je dirais, freine le développement plus massif des données sur les territoires. Aujourd'hui, clairement, c'est la question des moyens humains et également aussi de la formation des personnes. Ce qui est peut-être aussi la singularité de notre territoire, c'est justement de proposer un accompagnement des collectivités sur cette question de l'open data. Donc peut-être Jean-Marie d'ailleurs pourra parler plus longuement d'open data local, mais donc, nous on s'est inscrit dans cette dynamique depuis maintenant plus de 3 ans pour former aussi, proposer en fait un parcours de formation sur la question de la data auprès des collectivités. Donc ça passe par une formation, une journée sur les enjeux, une journée sur la publication sur la fabrication d'un jeu de données en tant que tel, un jeu de données ouvert, et puis une demi-journée sur la publication sur notre portail. Donc on a cette offre en fait de formation qui, avec une dizaine de séances sur l'année, qui permet effectivement de faire monter en compétence les acteurs du territoire, avec aujourd'hui le constat malgré tout, je pense que là malheureusement nous sommes un peu comme le reste du territoire. Aujourd'hui, malgré l'obligation de la loi pour une république numérique d'ouvrir les données pour les collectivités de plus de 3500 habitants, aujourd'hui, on constate malgré tout que finalement, il n'y a pas de la majorité des collectivités n'ont aujourd'hui pas ouvert leurs données. Donc ça, c'est un peu voilà, on voit bien que c'est quelque chose qui est complexe. Et qui nécessite notamment des moyens humains aujourd'hui qui peuvent être compliqués notamment dans des collectivités un peu plus petites que les nôtres. Voilà, et puis peut-être avant de conclure sur ma présentation, peut-être dire qu'on a évidemment fait des on a essayé d'animer aussi notre territoire avec différents outils ou différents projets. Je pense notamment à un projet qu'on a pu monter nous départements pour subventionner ou financer des projets réutilisant les données publiques. Donc un projet qu'on a organisé pendant 3 ou 4 ans et qui a permis de financer une dizaine de projets de réutilisation dans plein de domaines différents. On a pu également organiser une opération libre, et ça je pense que c'est très intéressant du côté citoyen, puisque ça permet aussi de réconcilier la question de la donnée qui peut être vue comme un sujet très technique avec une dimension vraiment citoyenne et proche des gens, puisque donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept de l'opération libre, c'est
venir sur un territoire un territoire plutôt une petite commune. En l'occurrence, c'était une commune de moins de 5000 habitants en Loire-Atlantique, qui s'appelle Chéméré, qui a permis, pendant le temps d'un week-end, en fait, de travailler la question des communs numériques, l'ouverture des données sur un territoire, avec notamment des bénévoles d'OpenStreetMap ou de Wikipédia qui sont venus, ou également d'Open Botanica, qui a permis notamment de faire l'inventaire botanique de la commune, mais également de prendre en photo le patrimoine remarquable, et donc tout ça, ou également travailler sur les délibérations de la commune pour ouvrir les données de marché public. Donc voilà, pendant le temps d'un week-end, c'était vraiment en associant les habitants, hein, les familles, on a eu de 7 à 77 ans, ou même 80 ans, des habitants du territoire qui sont venus ouvrir leurs données. Et donc ça, c'était vraiment une approche très intéressante. On a également participé à des hackathons, on a beaucoup travaillé avec l'école de design. Donc voilà, tout ce qui permet de donner à voir aussi, de raconter des histoires autour de la donnée. Je vais conclure pour laisser la parole aussi à Jean-Marie, pour dire qu'en fait, le département en fait, s'est doté depuis 1 an d'une stratégie data, puisqu'on avait effectivement une politique open data depuis 10 ans, mais pas forcément une stratégie data qui inclut plus largement l'ensemble des données du département, y compris les données qui ne sont pas forcément ouvertes. Et donc, on se lance, nous, sur le principe du service public départemental de la donnée, un peu ce qui se fait à l'image, au niveau national, pour essayer de développer justement cette notion de service public avec des données de référence, avec des données de qualité. Et donc on s'est une gouvernance s'est mise en place aussi au département avec un comité data, et donc je conclurai sur le fait qu'effectivement aujourd'hui il y a une bonne appropriation sur le fait que la donnée, c'est un patrimoine immatériel qui fait partie sur lequel il faut porter un regard et une gestion et une vision politique. Et voilà, j'encourage tous les territoires à faire ce travail, puisque j'ai beaucoup parlé de l'aspect territorial, mais aussi, voilà, je ne l'ai pas tellement évoqué, mais il y a aussi beaucoup de gains en interne, en fait, puisque c'est aussi un projet d'organisation et d'efficience. Merci. Merci beaucoup Jean-Philippe pour cette présentation qui est du coup très éclairante pour nous aussi sur un certain nombre d'aspects, notamment l'articulation aux différentes échelles de collectivité, et puis qui pose du coup la question de la gouvernance. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir avoir ces éléments-là. Donc je ne vais pas faire trop de blabla puisqu'on est un petit peu en retard sur notre timing comme il se doit, mais donc je laisse tout de suite la parole à Jean-Marie Bourgogne pour sa présentation sur Open Data France. Je vais partager du coup la présentation dès que je la retrouve. À toi Jean-Marie. Oui, merci beaucoup, merci Jean-Philippe, merci Maryse, merci Yannick de votre invitation. Donc je suis Jean-Marie Bourgogne, délégué général de l'association Open Data France, qui est une association qui réunit exclusivement des collectivités locales engagées dans l'open data, à laquelle appartient bien sûr Clermont-Ferrand, et puis le département de Loire-Atlantique. C'est une association qui a été créée il y a maintenant 7 ans, quand les premières collectivités que citait Jean-Philippe ont lancé leur projet open data, et elles se sont rendues compte au bout de quelques mois qu'au fond chacun réinventait un peu dans son coin la façon dont elle faisait l'open data, et qu'on pourrait vraiment mutualiser nos travaux. Alors mutualiser nos travaux à la fois pour aider les collectivités à progresser dans leurs pratiques, mais aussi bien sûr pour aider les petites collectivités ou les nouvelles collectivités qui ne faisaient pas d'open data à se lancer dans l'opération. Et cette association ensuite s'est transformée juridiquement d'association de loi 1901, représentée par des élus en charge du numérique dans les territoires, ce qui lui donne une légitimité vis-à-vis de l'État. Voilà. Donc je vais vous présenter pas tellement ce que fait Open Data France, quoi qu'il y a un petit slide qui le rappelle juste après, mais au fond revenir sur comment l'Open Data aujourd'hui est appliqué dans les collectivités au niveau national. Donc pour finir sur Open Data, c'est une association qui fait de l'animation, qui fait de la formation. On a 2 ou 3 grands domaines.
Open Data Local, Jean-Philippe en a parlé tout à l'heure, c'est toute l'activité qui permet de faire de l'animation territoriale pour aider les collectivités à progresser dans leur projet Open Data. Clairement, on fait partie. Le volet Open Data Factory, c'est l'ensemble des outils techniques qui sont mis en œuvre pour garantir une meilleure qualité et une meilleure interopérabilité des données. C'est un point qui est essentiel. Alors non seulement ça permet d'améliorer la qualité, mais ça permet aussi d'aider les petites collectivités à produire facilement des données. Puisqu'au fond, la barrière est quand même pas simple, hein. Il faut quand même dépasser pas mal de points pour arriver à publier des données open data, et c'est probablement ce qui explique pourquoi les petites collectivités sont en retard. Et ça, j'en reviendrai. Et puis, pour le dernier point, on produit un ensemble de ressources qui sont disponibles directement sur Internet, gratuits d'accès. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez retrouver l'ensemble de ce qui a été produit par les collectivités et mutualisé par Open Data France. Alors, sur la slide suivante, on va les sauter parce que ça a été abordé, enfin non, on va la garder, mais très rapidement. Qu'est-ce qui a motivé les collectivités depuis presque 10 ans qu'elles font de l'open data? Bien entendu, c'est tout l'enjeu relatif à la relation avec les citoyens, la transparence, l'information, la redevabilité de l'action publique. Hein. La question de la souveraineté revient souvent aujourd'hui. Hein. Vous savez que de plus en plus, les grands opérateurs de plateformes comme Google, Waze, mais Doctolib, qui sont des plateformes privées quand même, deviennent des référentiels nationaux de la politique publique, de transport, de santé, etc. Et donc ça, c'est quand même un sujet très important. Et il est important que les collectivités se prémunissent de ça en disant la meilleure façon de garantir que les services sont publics, eh bien, il faut que les données soient publiques, qu'elles soient ouvertes, et c'est l'ouverture qui garantit le plus le risque d'appropriation de données par des grands acteurs privés. Et sur la slide suivante, on en a parlé, donc il y avait le côté, bien entendu, transparence, mais après, il y a tout ce qui est l'amélioration interne des processus et la possibilité de créer des nouveaux services pour les collectivités locales. Donc, bien sûr, la smart data, tous les territoires intelligents sont des grands consommateurs de la donnée. Bien sûr que les acteurs publics pilotent aussi leur processus interne à travers des tableaux de bord qui s'appuient sur les données. Et enfin, on le voit, on l'a dit, les données permettent de faciliter les échanges d'informations entre différents services au sein même d'une collectivité. Et la meilleure façon peut-être de partager un fichier avec le service qui est au bout du couloir, c'est peut-être avec l'USB, mais c'est aussi peut-être aussi l'open data qui permet à différentes collectivités de partager entre elles les données. On l'a vu quand on a mis en place les premiers projets open data et qu'il y a eu des outils de mesure. En fait. On voulait savoir d'où venaient les trafics, et en fait, le gros du trafic venait de la collectivité elle-même, des différents étages qui allaient chercher des données sur les subventions, sur la voirie, etc. Donc on s'en est un peu aperçu un peu après coup, c'était pas la cible initiale, mais ça a été la réalité. Alors, sur la slide suivante, on va voir au fond comment les collectivités aujourd'hui gèrent cette chose-là. Jean-Philippe disait que depuis 2010, Rennes, puis Paris, Montpellier, etc., ont ouvert leurs données. Un point très important que Maryse a souligné tout à l'heure, c'est le côté contractuel, réglementaire. Vous connaissez tous la loi CADA, enfin en tout cas ce qu'on appelle la loi CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui permettait à tout acteur privé, société civile, de demander des comptes à l'administration et notamment des données. Donc on pouvait demander une information et on l'obtenait si cette donnée-là était non protégée. Eh bien, la loi publique numérique d'octobre 2016, qui a bientôt, vous voyez, 5 ans quand même, mais c'est pas tout à fait récent, c'est de moins en moins récent, on va dire. Eh bien, cette loi disait que dorénavant, c'est pas à la demande d'un citoyen que la donnée publique est publiée, c'est par défaut. Dès qu'un acteur public ou privé, il faut le rappeler, agissant dans le cadre d'une mission de service public, c'est-à-dire bien sûr les collectivités, mais aussi les délégataires de services publics, les Veolia, les Vinci, les Suez, sont tenus de publier ces données-là gratuitement sur Internet dans un format libre. Voilà. Et ces données, c'est des données non protégées par un secret, on l'a dit, donc ni données à caractère personnel, ni données protégées pour des raisons de sécurité du territoire, c'était public, voilà, l'eau, le nucléaire, etc. Ou alors des données protégées par un secret commercial, par exemple, mais elles ont vocation à être en open data. Donc, ça fait quand même un spectre très très large. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'en 2021, début 2021, vous allez voir plus de 700 acteurs publics français publient des données. Vous voyez une répartition finalement assez homogène au niveau national. Bon, peut-être quelques concentrations en Bretagne, en Occitanie,
mais qui sont dus à la fois à la taille des métropoles et à la fois à l'ancienneté de ces projets-là. Et au fond, l'ensemble du territoire national métropolitain couvert, et puis tous les territoires outre-mer font de l'open data. La Nouvelle-Calédonie, Tahiti, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et Cayenne, donc la Guyane. Voilà. Donc, alors on va regarder un peu plus loin d'ailleurs comment ça se répartit. Page suivante, ces acteurs-là. Donc vous voyez, on est aujourd'hui à 594 collectivités qui font de l'open data. Si on devait y rajouter les structures associées parapubliques, GIP, syndicats mixtes, associations de tourisme, de transport, et puis on y rajoute aussi les délégataires du service public qui agissent pour le transport comme Keolis, Veolia, etc. On arrive à peu près 720 acteurs publics, ce qui est un très beau score et qui est probablement le meilleur score international qu'il puisse y avoir. Hein. Très peu de pays ont autant d'acteurs publics territoriaux engagés dans l'open data. Le seul exemple que je connaisse, c'est le Japon. En fait. Mais sinon, bon, on est quand même, alors on est très fiers de nous, mais on voit que d'une part, la courbe quand même est assez plate, en tout cas régulière. On progresse à peu près de 120 nouvelles collectivités par an sur l'open data. Et pour atteindre l'objectif qui était fixé dans la loi République numérique, la loi République numérique dit c'est les collectivités de plus de 3500 habitants et plus de 50 agents en ETP. Et donc ça en fait 4600. Et si on regarde la progression, il nous faudra 30 ans pour arriver à la totalité, pour respecter nos engagements. Donc on voit qu'on n'est pas sur la bonne pente non plus, et qu'il faudrait vraiment augmenter un peu la rapidité de ces choses-là. Le constat qu'on fait, donc, pour le dire autrement, c'est que malgré tout, près de 90% des collectivités ne font pas de l'open data. Et si elles ne la font pas, c'est pas parce qu'elles sont pas intéressées ou pas concernées, c'est qu'au fond, probablement, c'est une difficulté. Soit culturelle, soit technique, soit financière, soit en termes de ressources humaines. Et donc là, il y a un très gros travail à faire pour nous, acteurs nationaux. Hein. En tout cas, Open Data France, c'est comment aider ces 90% de collectivités qui sont en retard par rapport au Open Data. Alors, on va voir comment on peut procéder. Alors, on rappelle, et c'est pas du tout une surprise, qu'au fond, toutes les régions font de l'open data, les 2/3 des départements font de l'open data, toutes les métropoles font de l'open data, les grandes agglomérations font. Donc ça, on comprend que c'est à la fois des compétences, parfois sur l'économie, l'attractivité, la ville, l'aménagement urbain. Donc ça peut être attaché à leurs compétences d'institutions. C'est surtout des structures qui ont des moyens de promettre des ressources humaines, financières, un système d'information structuré. Bon. C'est presque anormal qu'il n'y soit pas. Voilà. Bien entendu, dès qu'on dépasse qu'on est en dessous du seuil de 50 000 habitants, 20 000 et 50 000 habitants, là, très peu de collectivités en font, pour les raisons que vous expliquez. Pas de moyens humains, pas de SI. Bon. Parfois aussi, on y reviendra tout à l'heure, ce ne sont pas des sujets qui les concernent. Quand on parle d'open data et de communes, elles regardent de 10 000 habitants ou de 5 000 habitants, elles nous regardent des grands yeux en disant mais j'ai d'autres priorités que l'open data. Vous voyez ce que je veux dire? Ma priorité, c'est le commerce de proximité, le magasin ferme. Ma priorité, c'est l'emploi. Donc il faudra effectivement répondre à ces gens-là, non pas par l'open data en tant que terme, mais surtout en disant comment ça peut répondre à vos besoins de territoire. Donc ça, c'est un sujet très important. Et puis, on en faisait un petit commentaire tout à l'heure. La répartition de l'open data en France, elle est à peu près équivalente, quelles que soient les régions. On peut dire que la quantité de plateformes publiées d'open data dépend aussi du nombre de grosses communes. On comprend bien que dans le cas de la Corse, il y a Bastia, Ajaccio et puis la région Corse, le territoire Corse, tous les trois en font, ça s'arrête là. Et bien sûr, quand on est en Pays de la Loire, par exemple, ou en Occitanie, ben, on a Toulouse, Montpellier, des grands départements qui sont là, et donc ça aide beaucoup. Alors sur la scène suivante, on va voir comment ces collectivités font. Alors je ne vais pas rentrer dans des aspects techniques, hein, c'est pas le sujet, c'est pour montrer que d'abord, quand les collectivités font de l'open data, elles choisissent un portail dédié à la publication de données, puisqu'au fond, on manipule 20, 30, 40, 100. Il y a des territoires qui publient plus de 1000 jeux de données d'open data. Hein, donc, il faut quand même des structures qui soient adaptées à la publication. Et le monde du SIG, de l'information géographique, est un monde quand même très présent dans l'open data. Et les plateformes techniques de SIG sont des contributeurs très importants à la publication d'open data. Donc, ce ne sont pas deux mondes
qui s'opposent sont des mondes qui sont quand même très étroitement liés. Et vous voyez que justement, le site web, qui est une possibilité de publier, mais ça vaut le coup quand on n'a que quelques jeux de données, 4-5 jeux de données. Malgré tout, quelques acteurs utilisent cette solution-là pour le faire. Et je ne vais pas faire la liste de toutes les plateformes techniques qui existent. Il en existe quand même plusieurs dizaines. Elles sont toutes assez matures. Certaines, bon, pour des raisons de positionnement commercial ou de fonctionnalité, sont plus connues, plus appréciées que d'autres, hein, Open Data Soft, mais ce n'est pas les seuls. Kubu, le MG10 et puis d'autres acteurs ont des plateformes techniques. Donc l'offre technique existe, elle est riche, il n'y a pas de souci pour trouver la meilleure, voilà, au fond. Alors sur la slide suivante, on verra plutôt la partie organisationnelle. La question qui peut se poser maintenant, et Jean-Philippe l'a un petit peu introduit quand il parlait de la collaboration entre le département, Nantes et la région Pays de la Loire, et la récupération d'ailleurs qu'ils ont fait de sources d'initiatives portées par leur voisine rennaise. La question c'est, au fond, comment ces collectivités s'organisent pour publier les données. On voit sur le graphique de gauche quand même que sur les 750 opérateurs qui font de l'open data, on a quand même plein de solutions techniques différentes, et notamment Data.gouv, qui est quand même une plateforme de référence pour les acteurs publics de petite taille, parce que c'est une plateforme qui est gratuite et qui n'est pas très riche fonctionnellement, mais qui permet de publier. Il y a quand même près de 300, presque la moitié, hein, des collectivités utilisent Data.gouv pour publier leurs données, quand même, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Mais ce qui est très important dans le slide que l'on voit à droite et qui mérite une petite explication, c'est qu'au fond, quand on n'est pas sur Open Data, sur Data.gouv, le réflexe, c'est de mettre en place, d'acheter, d'héberger, d'exploiter une plateforme propre pour soi-même, pour une collectivité. Typiquement, on trouve souvent la ville et la métropole. Mais le réflexe de la mutualisation à une échelle intercommunale est assez rare. Hein, et ça, c'est pas une bonne pratique parce que ça a créé énormément de difficultés. On ne sait plus où retrouver. Aujourd'hui, il y a 210 plateformes. Quand je cherche des données sur le budget, je dois faire le tour de 210 plateformes pour essayer de les retrouver, si je voulais les comparer, si je voulais les amalgamer, les utiliser. C'est très compliqué. Chaque plateforme a des formes différentes de présentation technique, hein, API, tableau, fichier, ici ou là, présentation. Donc, on a quand même un problème de compréhension de ces données quand on y arrive chaque fois sur un portail. La normalisation, du coup, ne suit pas, puisqu'au fond, chaque plateforme aussi est structurante en termes de normalisation. Open Data Soft, par exemple, systématiquement met les données à plusieurs formats différents, et notamment une API. Certaines plateformes ne présentent que le fichier qui est délivré, et donc il y a un seul format qui est présenté. Donc c'est pas très structurant en termes de format, et surtout c'est qu'on a beaucoup de mal à agréger ces données-là à un niveau territorial. Quand Jean-Philippe présentait les données du département, eh bien, on peut comprendre assez facilement qu'on va y retrouver tout de suite les données de Nantes et de la métropole de Nantes à l'intérieur, et que si je me pose au niveau du projet régional, j'y trouverai les différentes données venant des différents départements, la Loire-Atlantique, mais aussi la Vendée, etc. Et donc, ça permet d'avoir des concentrations régionales, en tout cas territoriales. Alors, pour donner des exemples de coopération territoriale, la slide suivante nous présentera. L'exemple de Montpellier est intéressant, puisque Montpellier a mis en place un portail territorial au niveau de la ville, puis de la métropole, et ils sont arrangés pour que la totalité, donc les 31 communes périphériques de la métropole, soit sur le portail Open Data, et toutes ces 31 communes, plus la ville de Montpellier, produisent tous chacun des données en propre, et pas uniquement des données qui sont réparties à partir d'une base centrale. Donc c'est un travail où 100% des collectivités utilisent une seule plateforme. Donc là, c'est un très bon exemple d'agrégation au niveau intercommunal. Alors, je sais pourquoi il n'est pas apparu le logo de Côte d'Armor, qui était l'exemple. On aurait pu citer aussi bien l'Hérault ou la Haute-Garonne. Beaucoup de départements ont une approche de mutualisation pour pouvoir accueillir les communes de leur territoire. La région PACA, la région Occitanie ont une plateforme, dans Bourgogne-Franche-Comté, ont un portail qui est aussi mutualisé. Et l'exemple que Jean-Philippe citait, qui est
l'ultime intégration, c'est au fond la région, les départements, les métropoles, les EPCI collaborent au sein d'une plateforme commune. Donc voilà des très bonnes pratiques. Hein. Donc si j'ai un conseil à donner aux acteurs qui font l'open data, c'est vraiment, avant de se lancer dans de l'ingénierie d'une plateforme qui coûte cher quand même, vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut les héberger autour d'elle sur son portail. Alors on a aussi, justement, tout à l'heure on l'évoquait, la notion d'accompagnement territorial, hein, comment aider les petites collectivités à publier des données. Alors il y a plusieurs aspects, il y a l'aspect organisationnel, en général, on peut trouver des structures intercommunales, donc soit des EPCI, soit des départements, soit des régions, soit des syndicats mixtes ou des GIP, qui décident d'accompagner toutes les petites communes de leur périmètre à l'open data, que Clermont, en métropole, un jour décidera d'accompagner toutes les petites communes d'un rayon de 50 km pour les aider, parce qu'elle est plus mûre que les autres, par exemple. Et une façon de les accompagner, au-delà de la partie formation, sensibilisation, coaching, c'est précisément de les héberger, donc de proposer une structure technique d'accueil de ces données-là, avec la capacité justement de mutualiser les données sur le territoire. Donc ça, c'est un sujet très important. Alors, l'utilisation, elle est technique sur la partie hébergement, mais elle peut aussi, présentation des données, mais elle peut aussi être liée à des outils de production, d'extraction. Donc, il existe plusieurs exemples, comme le D-Line, par exemple, qui permet à toutes les lignes de France, dès qu'elle a plus de 3500 habitants, d'utiliser cet outil-là pour produire des données de qualité et les faire héberger sur le portail de son choix. Donc, en fait, il existe un tas de dispositifs techniques et méthodologiques pour pouvoir aider les petites collectivités, elles sont pas seules. Alors, la slide suivante présente rapidement qu'on peut aussi avoir une approche strictement thématique et pas territoriale pour mutualiser, ce qui est un point très important. Il existe beaucoup de portails nationaux sur le transport, l'adresse, le tourisme, l'urbanisme, et j'en passe. Qui sont en cours aujourd'hui sur la partie ERP, équipement et accessibilité handicap, par exemple. Et ces plateformes-là se nourrissent des données publiées au niveau local, les agrègent au niveau national, à condition qu'elles respectent tous les mêmes formats et les mêmes conditions juridiques de partage. Donc ça, c'est des exemples très pratiques, et probablement que vous avez ou que vous pourrez être demain sollicité pour produire des données localement qui alimentent un portail national, où en fait, sur ce coup-là, n'importe quel grand opérateur, par exemple Google aujourd'hui, utilise exclusivement le portail transport pour se nourrir des données qui alimentent ses applications Google Transit, Google Maps, et il ne fait plus du tout le travail d'aller les chercher au niveau local, parce que là, elle fait le tour de 450 opérateurs de mobilité, et elle n'y arriverait pas. Donc voilà, une bonne pratique aussi, c'est la prestation au niveau thématique. Alors pour compléter, sur la slide suivante, le second point que l'on rencontre, donc on en a vu, enfin le troisième on va dire plutôt, le premier c'était le retard des petites collectivités, le deuxième c'était la dispersion des collectivités sur des portails ici ou là, donc la nécessité de les concentrer. Le troisième besoin que l'on peut constater suite à l'observatoire que l'on met en œuvre, c'est que les données sont très peu normalisées, et que du coup, le manque de standards engendre un manque de qualité. Puisque si on dit qualité, c'est qualité par rapport à quoi, hein? Et la qualité, c'est par rapport à des référentiels, qui sont des référentiels de normalisation, d'écriture, qui sont suffisantes. Donc, puisqu'on a énormément de difficultés sur la qualité, voilà qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui au niveau des collectivités, et on le verra sur la slide suivante. Si tu veux bien, Yannick, nous faire passer la slide suivante. Alors, on ne va pas passer ça là, on va aller, pour qu'il y ait des questions, on va aller sur, non plus celle-là, voilà, on va aller sur celle-là directement. On a établi avec l'État, avec les collectivités, hein, c'est pas un travail d'Open Data France, hein, on est juste que le traducteur de ces travaux faits par les collectivités et en collaboration avec l'État, des données, des jeux de données qui sont très souvent demandés, qui sont assez utiles pour alimenter les enjeux de transparence d'une part et puis de nouveaux services d'autre part, pour lesquels il y a beaucoup d'applications qui sont demandeuses de standards. Et donc, on a décidé que ces données-là, on allait les identifier, les simplifier, les normaliser. Et au fond, quand une collectivité se lance dans l'open data et qu'elle dit par où je commence, le champ est tellement large que par où je commence, on leur dit commencez par peu de jeux de données, prenez les données qui sont les plus souvent demandées, les plus souvent publiées, elles ont des formats, elles ont des standards, on explique comment les produire. Parfois, on a des outillages qui permettent de faciliter leur production.
et commencez par cela. Donc, je ne vais pas les lire parce que vous les avez devant les yeux, mais il y en a une vingtaine à peu près qui sont normalisés. Alors, vous comprenez bien que quand on parle de marché public et subventions, là, on fait appel à la transparence de l'action publique et les usages de ces observatoires de la commande publique. Et quand on a affaire au transport en commun ou aux bases adresses, on a plutôt là des applications qui permettent d'alimenter des applications de guidage GPS pour les Deliveroo, des systèmes de transport de type Google Maps ou autre. Alors, ces standards-là sont décrits dans des référentiels. Ils ont des outils qui permettent de les valider. C'est Validata qui est ici, en bas à gauche. Il y a des outils en bas à droite qui permettent de les extraire dans des référentiels quand ils existent. Là, c'est un référentiel subterritorial, enfin subcommunal qui est OpenStreetMap, mais il existe aussi des outils qui permettent d'aller les extraire dans des bases nationales qui les ont pour les 32 000 communes de France. On arrive à extraire que la donnée qui concerne la commune, par exemple le SIREN, par exemple donc les entreprises du territoire, ou les associations du territoire, ou les adresses du territoire, ou les équipements publics du territoire. Donc voilà des outils d'extraction. Et celle qui est tout à fait en haut à droite, qui s'appelle Edeline, permet à des collectivités directement de produire les données, de les saisir en ligne. Ce sont des données de qualité pour son propre usage. Et puis, une fonction permet de les exporter à OpenData automatiquement. Donc, on voit qu'il existe aujourd'hui des outils qui permettent de développer des applications, des données de qualité. Et Maryse en faisait référence tout à l'heure en parlant de la gouvernance des données. Et bien là, on voit une forme de maturité très forte qui apparaît, c'est que passé l'époque où on parle avec des langages différents, où personne ne se comprend, c'était un peu la tour de Babel, et bien aujourd'hui, on commence à se mettre d'accord sur des grammaires, sur des vocabulaires, sur des langues communes qui sont en fait, d'un point de vue un peu technique, des standards, mais en fait, derrière la notion de standard, c'est une communauté qui se met d'accord sur des points communs et comment les faire évoluer. Donc là, ça montre quand même qu'aujourd'hui, on a dépassé l'âge de l'enfance, on n'est pas encore tout à fait adulte, on est plutôt des jeunes adultes. Voilà, on doit avoir quelques 21 ans, on a peut-être une majorité peut-être, et c'est ça aujourd'hui qui est devant nous, c'est comment dans les 10 ans à venir, l'ensemble des acteurs vont améliorer les qualités de données pour qu'elles soient beaucoup plus faciles à utiliser. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour et puis que je voudrais laisser la parole aux questions. J'ai terminé, Yannick. Très bien. Merci Jean-Marie pour là aussi une présentation très complète et puis très illustrée qui nous permet de nous positionner un peu dans le paysage de l'open data des collectivités en France aujourd'hui. Donc du coup, on a respecté le timing initial de l'atelier, sauf qu'on a on n'a plus notre demi-heure d'échange qui était prévu initialement. Ce que je vous propose, c'est de prendre quand même 5-10 minutes pour éventuellement faire remonter quelques échanges ou questions éventuelles à nos intervenants. Comme la première question est toujours la plus difficile, mais je vais alimenter l'échange. Du coup, j'avais un questionnement sur la question de la valorisation de la donnée. Ça a été un petit peu évoqué par Marie sur le fait que voilà, il y avait aussi un effort à faire et par Jean-Philippe d'ailleurs sur la Loire-Atlantique de passer donc il y a tout le travail de collecte et de mise en ligne de la donnée, mais de passer ensuite à de la valorisation, soit de la représentation, soit des applicatifs. Et c'est vrai que par exemple Nantes là-dessus est relativement en avance. Est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'est-ce qui peut expliquer est-ce que la valorisation c'est le fruit de la collectivité qui crée des applicatifs à partir de ces données ouvertes, ou est-ce qu'il y a vraiment une génération spontanée de citoyens, d'associations qui viennent chercher ces données et qui tout d'un coup vont créer des applicatifs, des data visualisations, voilà, des choses comme ça qui vont permettre cette valorisation. On regarde je ne sais pas ce qui se passe dans Open Data France, en Loire-Atlantique, ou même Marie sur son regard plus général. Est-ce qu'il faut susciter la valorisation ou est-ce qu'elle est spontanée? De mon côté, je vais répondre très très rapidement, je vais laisser mes collègues. En fait, les deux, mon capitaine.
on a vraiment cette diversité de mouvements, en fait. Hein. En l'occurrence, une diversité de mouvements, comme on a une communication par défaut qui est imposée par la loi, ou une communication sur demande des données. Okay. Dans la diversité des cas, y compris à une échelle internationale, hein, comme je l'évoquais, je crois que c'est à la fois travailler sur l'existence et faire connaître l'existence de ressources. Donc la question effectivement déjà de cartographie de son patrimoine de données à l'échelle des territoires et de ces différents acteurs qui pourraient être impliqués sur, je le disais, sur les thématiques. Moi, j'aime bien l'entrée thématique et l'entrée par projet, en fait. Et toujours en rapport avec, justement, des besoins, des défis qui peuvent s'exprimer, d'ailleurs, à partir d'une rencontre d'une heure et demie, 2 heures, entre différents acteurs. Et là, on est sur de l'émergence, en fait, aussi, de besoins qui va s'exprimer et d'identification de ressources existantes ou à créer. Donc, il y a cet aspect-là, l'aspect vraiment innovation ouverte, je dirais, puis il y a l'aspect également suivi des demandes et de besoins qui sont exprimés par rapport, notamment sur les plateformes, là peut-être que Jean-Philippe ou Jean-Marie, donc il y a toute cette question aussi voilà, qui s'organise, hein, d'interaction, d'animation de l'écosystème et de suivi des demandes. Et par ailleurs, un peu comme je l'évoquais, notamment sur les sujets environnementaux, il y a un ensemble de collectifs dans le monde, notamment associés, là, je parlais de sciences citoyennes, mais qui n'attendent pas que l'acteur public parfois mette en place les ressources, qui vont aller les créer, qui vont solliciter l'acteur public, et qui vont eux-mêmes pouvoir produire des données ouvertes. Voilà, je crois qu'il y a vraiment différents cas de figure, mais l'enjeu, je crois que c'est déjà faire savoir, faire connaître et se mettre en position et bien d'animation et d'interaction, voilà, et de suivi. Je vais le noter. Oui, moi je peux répondre rapidement aussi sur le sujet de la valorisation. En fait, il y a deux façons de l'aborder. Soit on dit valorisation, c'est-à-dire donner à connaître pour valoriser les acteurs, pour donner de l'intérêt. Donc ça, il y a beaucoup d'actions de médiation. Et sur le site Open Data France, vous trouverez dans un onglet réutilisation beaucoup d'exemples qui permettent de montrer la force de la réutilisation des données et leurs difficultés relatives à la question de la normalisation. Donc ça, c'est important de pouvoir proclamer qu'il y a beaucoup de cas de réutilisation très efficaces, très utiles. Et l'autre façon de voir la question de la valorisation, c'est le prix, est-ce qu'il y a une valeur commerciale, hein. Et ça, je crois que les gens de l'Open Data ont quand même là-dessus un point de vue qui est assez clair, c'est de dire les données ont certainement un coût de production, hein. Les données ouvertes ont certainement une valeur dans le sens où il y a un usage qui est utile, mais elles n'ont pas forcément un prix de vente, parce que mettre un prix de vente à la donnée limiterait son usage et donc limiterait ses usages, son utilisation. Et on considère que c'est la gratuité qui fait que la donnée est très souvent utilisée. Et on le voit très bien aujourd'hui, beaucoup de sites utilisaient des fonds de carte Google Maps qui étaient payants, ils sont passés à des fonds de carte OpenStreetMap qui sont gratuits, et du coup les données OpenStreetMap sont très souvent utilisées. Et donc la valeur que prend OSM n'est pas attachée à son prix de vente, mais attachée au fait que ça devient une vraie externalité positive pour l'ensemble des acteurs. Et donc on est plutôt sur un statut aujourd'hui où on revendique la gratuité d'accès aux données, en se disant que leur valeur viendra de l'usage que les gens en font.